Et nous poursuivons cette émission sur les femmes banquières d'affaires. J'ai le plaisir de recevoir sur le plateau 4 d'entre elles. Laurence de Rosamel, bonjour, vous êtes managing partner en charge du Debt Advisory chez Clearwater. Bonjour Laurence. Mathieu. Comment vas-tu? Très bien. Parfait. Élodie Legendre à ma gauche, bonjour Élodie. Bonjour Mathieu. Tu as fondé Seven Stones en 2007 déjà. Eh oui. Et on va revenir un petit peu sur ta vision de l'ESG parce que c'est le thème qui nous occupe aujourd'hui. Agnès Marocero à ma droite, partenaire chez DDA & Company. Bonjour. Bonjour Mathieu. Nous connaissons bien DDA sur les plateaux du Dealmaker Show pour avoir déjà accueilli vos associés. Vous êtes la première femme partenaire de la structure depuis sa fondation. Tout à fait. Merci d'être avec nous. Merci. Et enfin à ma gauche, Alexandra Matnev. Bonjour Alexandra. Bonjour Mathieu. Vous êtes partenaire chez Leven, Oui. fondé en 2017. On disait tout à l'heure dans l'émission précédente qu'il y avait pas mal de structures qui s'étaient montées à cette période. Et donc Leven, c'est 3 associés aujourd'hui. 3 associés, une équipe de 6 personnes. Voilà. Small, mid. Alors on est sur du digital et du small. Ok. On fait pas de pitch promo aujourd'hui, mais étant donné que Leven a été créé plus récemment, on se permet de revenir dessus. Alors, le thème qui nous intéresse aujourd'hui est palpitant. On va en parler pendant une vingtaine de minutes. Les banques d'affaires en font-elles assez en matière d'ESG? Question large. Est-ce qu'elles peuvent passer à côté de la matière? Peut-être pas. Est-ce qu'elles veulent le passer à côté de la matière? Certainement pas. Mais est-ce qu'elles passent à côté de la matière? Telle est la question. Alors, on commence tout de suite par, de but en blanc. Est-ce que les banques d'affaires en font-elles assez en matière d'ESG? Ça dépend des banques d'affaires. Alors moi, je dirais que je pense que c'est une question de volonté. Vraiment de volonté à la fois des associés, des dirigeants, de se mettre dans le sujet. Et pas simplement de faire du greenwashing, parce que ça, c'est tout à fait sympathique, mais ça va vite passer. Donc nous, par exemple, ce qu'on a décidé chez nous, c'est déjà, ça se résume dans notre tagline, c'est M&A for Good. Donc comment est-ce qu'on met du good dans la finance et notamment dans l'ESG? Donc on a développé, on est entreprise à mission et à partir de là, on l'a concrétisé par... Donc vous êtes entreprise à mission? Nous, on est entreprise à mission. Depuis combien de temps à peu près? Depuis 2 ans maintenant. D'accord. Et ça a été une démarche d'équipe de se dire qu'est-ce qu'on peut changer à la fois dans le quotidien et puis dans la vie des banquiers d'affaires qui nous rejoignent. Et donc on a défini 3 missions principales. La première, c'est justement une mission ESG vis-à-vis de nos clients. C'est comment on peut être révélateur d'impact pour nos clients. Parce qu'on conseille principalement des deals de small et mid, d'entreprises familiales et beaucoup de deals primaires. Et on se rend compte que quand on dit aux gens, qu'est-ce que vous faites en matière d'impact? Ils ne savent même pas ce qu'ils font, pour beaucoup d'entreprises. Parce que c'est quelque chose dont ils entendent parler. Mais un dirigeant de 70 ans, quand on lui dit, tu fais quoi comme impact? Il vous dit, je ne sais pas. Donc on a développé, nous, depuis la création, tout un questionnaire qui déjà quantifie les éléments d'impact de manière très précise. Questionnaire qu'on peut... c'est un peu... qu'on peut industrialiser tout en gardant évidemment le côté humain et le sens critique des banquiers d'affaires. Mais avec ce questionnaire, on va pouvoir identifier des sources de création de valeur ESG. Tout à fait. Et puis surtout, les aider à prendre conscience de ce qu'ils font déjà par rapport à des critères qu'on leur soumet. Pour dire tout ne va pas si mal. Exactement. Oui. Rassurer. Ouais, tout à fait. Les rassurer et puis les mettre dans une démarche de transformation en disant t'en es là, comment est-ce que tu peux aller là si tu veux que ta société soit encore plus attractive demain dans un marché qui est très exigeant en matière d'impact, de fait. Donc ça, c'est la première mission. Et la deuxième, nous, on l'a incarné au niveau de l'interne, c'est comment est-ce qu'on peut avoir de l'impact en interne, en donnant comme deuxième mission, c'est le déploiement des talents et le partage de la valeur, mais surtout l'équilibre de vie en M&A. Parce que vous le savez... l'équilibre. Donc ça veut dire, t'es pas charrette à 19h, cette question n'existe pas chez Seven Stones. Alors la question existe, mais on dit il y a un cadre, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de partir à 20h du bureau. Ok. Il doit y avoir une exception au fait d'avoir des charrettes. Alors, ça veut pas dire qu'on en a. Ou quand même... Non, quand même, on est beaucoup plus soft. Ouais. On est beaucoup plus soft. Mais on essaie d'avoir une vigilance collective sur le sujet. En se disant, c'est bien de faire du M&A, mais si on veut que ça reste un métier attractif et qu'on puisse avoir autre chose dans sa vie que de faire des deals, des pitchs à n'en plus finir, il faut qu'on puisse avoir le temps de sortir. Et attirer des femmes. Exactement. Parce que c'est quand même un sujet de fond pour les femmes. Oui, on reviendra justement sur ce sujet... Effectivement, parentalité et la place de la femme banquière d'affaires dans les banques d'affaires. Troisième pilier? Le troisième pilier, c'est comment est-ce qu'on peut influer dans l'écosystème pour promouvoir une finance durable. Et qu'est-ce que c'est la finance durable? Je pense que ce n'est pas uniquement se dire qu'on fait du bien à la planète, à l'environnement, et qu'on met des quotas dans les entreprises, etc. C'est comment est-ce qu'on peut aussi insister sur le fait qu'on puisse réconcilier le long terme et le moyen terme. Typiquement, quand vous voulez avoir des sociétés qui se transforment vers plus de verre, plus d'équilibre, etc., on se rend compte que la pression du court terme et du TRI est souvent assez contradictoire avec la mise en place de ces changements. Donc, comment est-ce qu'on peut, nous, à notre niveau, encore une fois très humblement, mais participer à l'émergence d'une finance durable? Et merci Laurence de permettre notamment à toutes ces femmes de se réunir pour faire passer aussi ces messages dans les entreprises dans lesquelles on est.
Laurence de Rosamel, qui pour nos auditeurs a fondé ce club des banquières d'affaires qui sont orientés sur l'origination notamment, enfin principalement. Tout à fait. Ouais. Bravo Laurence, merci. Combien de personnes chez Seven Stones, juste pour qu'on comprenne le contexte dans lequel toi, Elodie, tu travailles? Ouais, nous, on est 17. 17. Combien de banquiers d'affaires? Paris, Lyon et Nantes. 17 banquiers d'affaires Ouais, ou 17 en tout? 17 en tout. Voilà, combien de femmes? 17 en tout. 3 femmes. 3 femmes. Eh ben c'est déjà... Ouais. Ça nous positionne déjà sur un certain pourcentage. Oui, tout à fait. Pour les autres pourcentages, on avait Laurence de Rosamel toujours à 15% chez Clearwater, ou 10% si on enlève la COO. Encore une fois, je vous expose la méthode. 8% Agnès chez DDA, mais comme je le disais, tu es la seule dans l'ensemble de l'équipe, puisque du coup, il n'y a pas d'analyste ou d'associate ou de VP ou de... On a une stagiaire. Ah, une stagiaire. Eh ben, c'est bien. On arrive de temps en temps, mais par exemple, pour parler de la place de la femme en M&A, c'est hyper compliqué de recruter, ne serait-ce que des stagiaires. On reçoit quantité innombrable de CV de garçons, mais de filles, non. Donc et moi, quand j'ai commencé le M&A en 2000, il me semble, dans mon souvenir, qu'on était quand même un peu plus nombreuses. Donc Tu penses que ça s'est dégradé, ça? Ah ouais, je trouve que ça s'est pas mal dégradé. Ouais. Quoi qu'il en soit, c'est un enjeu de filière, je pense, collectif pour nous toutes. C'est de remonter au-delà du CV et d'aller dans les écoles, susciter des vocations, expliquer que oui, on peut faire de la banque d'affaires et terminer à 20h, avoir un impact sur la planète. Alors, c'est pas partout, mais en fait, qu'il y a un modèle alternatif qui existe et qui n'est pas... la banque d'affaires, ce n'est pas que les très grandes maisons à l'américaine, comme on entend parler dans les journaux. Je vais faire un parallèle, mais finalement... Et avoir un avenir aussi dans la banque d'affaires. Ouais. C'est important aussi, je pense, parce que, en fait, quand je regarde, encore une fois, mon passé, il y a plein de femmes qui commencent jeunes et qui, au bout de 2-3 ans, s'en vont. Pourquoi? Alors, maintenant, de plus en plus en private equity. Parce que je pense qu'elles ont une vie certainement plus équilibrée et c'est un des aspects Je pense que c'est aussi une question d'exemple, c'est-à-dire que quand elles commencent, elles ont aussi beaucoup besoin d'un rôle modèle qu'elles n'ont pas forcément en fait parce qu'on n'est pas très nombreuses et elles se projettent pas du coup parce qu'elles sont un peu scotchées au niveau VP où elles se disent finalement il n'y a pas beaucoup de MD et leur vie parfois je me dis j'ai pas forcément envie d'être comme ça quand j'aurai des enfants, etc. Donc, et je pense que c'est un peu leur donner un exemple qui manque en fait pour la rétention. Donc entre Agnès et Alexandra, on identifie 2 premières raisons à ce ralentissement, en tout cas à ce manque d'amélioration sur la thématique de la parité dans les banques d'affaires. Donc l'équilibre qu'évoquait aussi Elodie, l'équilibre perso-pro. 2, le manque de mentoring de femmes, de représentation dans les plus hautes instances. C'est pour ça que... Et de perspective d'évolution. Perspective d'évolution. Oui, mais perspective d'évolution, ça... si l'équilibre pro-perso t'embête pas et si t'as pas besoin d'un mentor femme pour pouvoir te projeter, il y a des trucs qui t'empêchent de monter. Ça vient aussi certainement des femmes. À me dire, mais bien sûr. Je pense que ça vient certainement des femmes qui s'auto-limitent aussi. Et un plafond de verre qui se met encore, on est dans cette thématique. Oui, la voie est clairement pas tracée. Hein. Mais en même temps, je trouve aujourd'hui, ça s'applique aux femmes, mais aux jeunes d'une manière générale. La parentalité, c'est un sujet difficile dans nos métiers pour les hommes et pour les femmes. Enfin, pour les femmes et pour les hommes. Et donc oui, une absence de rôle modèle femme, mais aussi de rôle modèle qui projette une image équilibrée. Un banquier d'affaires, c'est toujours sérieux, au taquet, prêt à faire du business. Je ne sais pas si c'est une image qui résonne chez les jeunes en général. Tu disais à l'instant les hommes et les femmes, ça impacte les femmes, par exemple la parentalité ou le pro-perso, et aussi les garçons, mais on en parlait en préparant cette émission, les femmes aujourd'hui arrivent plutôt préparées, elles sont en banque d'affaires, elles savent qu'il y a un moment, si elles veulent par exemple des enfants, du coup elles sont assez préparées. Les garçons, c'est un peu autre chose quand même. Ils sont peut-être un peu moins préparés parce que ils ont peut-être un petit peu moins, je sais pas moi, de conscience du rééquilibrage qui se passe au niveau de leur génération. Pour être plutôt concerné en la matière, effectivement, on n'a pas exactement le même rôle en tant que papa qu'on l'avait il y a ne serait-ce que 15 ans. Oui. Avoir 25 ans ou 30 ans, non, mais c'est pas un jugement de valeur, c'est juste mais c'est parce qu'on en parlait avec Laurence effectivement en préparant. Donc ça touche les hommes les femmes et les hommes ce sujet.
Oui. Mais globalement, tu as un sujet quand même où la manière dont on fait, et je rejoins un peu ce que tu disais tout à l'heure, la manière dont on fait conçoit le métier de banquier d'affaires, avec les aspirations des jeunes, il y a quand même un décalage. Et je pense que ça fonctionnera dans le long terme que si on se pose la question de comment on fait ce métier et comment on délivre une même qualité de service aux clients, mais différemment. Parce qu'en fait, là, ce qu'on voit quand même dans les grosses structures, pour ce que j'ai vu, c'est que souvent, on allège la charge chez les jeunes, on leur dit pars à 8 heures, etc., pour que ce soit la couche intermédiaire qui s'en prenne plein la tête. Ça revient. Et ça revient au même, en fait. Tu passes senior associate, ça revient, on retombe dans les mêmes travers aujourd'hui. Et on aura peut-être préservé les analystes, mais c'est les VP et les directeurs qui s'en prendront plein la tête. Donc au fond, tu sais pas si t'es bulletproof pour le métier, parce que il n'a pas changé. Et en fait, c'est pour ça que pour moi, il faut vraiment voir aussi peut-être différemment la manière dont on rend ce service au client et comment on le fait, en fait. Avec un outil digital qui fait tout seul. Ouais, c'est ça. Alors, on pourrait penser qu'on a un peu dévié du sujet, puisqu'on se demande si les banques d'affaires... On n'est pas du tout dans ce qu'on a préparé. On n'est pas dans ce qu'on a préparé, mais c'est clairement un sujet ESG, parce que ça rentre dans tous les critères, tous les efforts d'inclusion et de diversité dans le monde du travail. Voilà, pour ne pas se retrouver avec les profils similaires de gens qui ont fait les mêmes écoles, qui réfléchissent pareil, qui pensent pareil, et qui donc ont fait ce choix peut-être de privilégier la carrière par rapport à la vie perso. La diversité sociale en banque d'affaires, ça n'existe pas. Diversité sociale ou même diversité d'aspiration, en fait. En fait, mais il y a une raison, moi, il me semble, qui est majeure. C'est que, pour avoir été dans des grands groupes, c'est que chez les fonds d'investissement et dans les grands groupes, dans les corporates, le ESG est imposé. Donc on n'a plus le choix, de toute manière. Et ça fait 7 ou 10 ans qu'on n'a plus le choix. D'ailleurs, nous, à un moment donné, on nous a expliqué qu'en tant que banquier d'affaires, il faudrait qu'on fasse une partie ESG, RSE dans les infos-mémos, sinon le mémo, il manquerait une partie importante. Donc on l'a intégré, nous, dans les opérations qu'on conseille pour nos clients. Mais nous, au niveau des boutiques, des banques d'affaires indépendantes, il n'y a pas de contraintes. Donc, tant qu'il n'y aura pas de contraintes, les LPs, par exemple... On est en train de se dire sur un plateau de chaîne business qu'il faut plus de régulation en France. Je ne sais pas, on voit bien que dans les fonds d'investissement, il y a plus de femmes, il me semble, qui sont recrutées et qui évoluent parce que les LPs les obligent à avoir cette mixité. On voit bien que dans les boîtes du CAC 40, on demande d'avoir une mixité homme-femme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la direction boutiques indépendantes, non. En small, tu n'as pas de direction achat en face de toi, mais si demain, tu as envie de travailler avec une boîte qui fait... tu veux participer en sell side à la cession d'une boîte de 60 millions qui fait d'une filiale d'un groupe de 2 milliards. Donc, il y a une direction achat. La direction achat, aujourd'hui, tu n'en as jamais vu une qui t'a posé une question ESG. Non. Jamais. Et les LPs... Ça ne fait pas partie aujourd'hui de vos relations avec vos clients. Jamais. Il n'y a pas parité. Est-ce que vous faites du pro bono? Est-ce que vous faites du give back? Pro bono, je pique ça aux lawyers, mais on pourrait imaginer que vous puissiez aider des gens à se financer, à avancer. Donc, pas de pro bono, pas de give back, pas de truc social, pas de truc parité, rien. Non, ça reste, pour moi, ça reste sur la base du volontariat. De transformation et effectivement d'engagement personnel. Enfin, on le voit bien en M&A. Être entreprise à mission, il y en a très peu. Non. Demain, devenir Bicorp, c'est pareil, c'est toute une certification hyper longue. Non, mais je pense pas que les clients, ils nous demandent pas, aujourd'hui, ils nous demandent pas ça. En revanche, c'est plutôt dans l'approche et dans ce qu'on leur propose qu'on peut se différencier. Et puis encore une fois, je pense qu'il faut avoir une approche volontariste en interne pour faire changer les choses. Moi, je le vois dans notre boutique. Moi, j'ai la chance de l'avoir monté. Je venais pas de l'écosystème, je venais pas du M&A. Donc, j'étais pas, disons, esclave. Je venais de la banque privée. Mais je bossais beaucoup avec du M&A puisque je passais mon temps à conseiller des clients qui étaient riches ou potentiellement riches avant de leur société. Puis après, je me suis dit, bon, j'ai envie de passer de l'autre côté et de faire autre chose. Quand tu pars sans les codes, tu peux inventer autre chose. Donc nous, par exemple, il n'y a pas de titre chez nous. Donc il n'y a pas l'escalade de t'es analyste et ceci, t'es cela. Et donc, ce système qui, pour moi, a un côté très pervers parce que justement, il y a une hiérarchie et une forme d'esclavage qui peut se développer, ou en tout cas qu'on critique. Mais on peut faire autrement. Mais ça veut dire être hyper volontariste. Ça veut dire avoir une culture très marquée, assumer ses valeurs et du coup être un élément d'attractivité ou de repoussoir. Moi, je vois, il y a des gens qui viennent, ils disent « Mais attendez, chez vous, il n'y a pas de code, on ne sait pas comment on évolue. Moi, ça ne me va pas. Moi, il faut que je sache qu'est-ce que je produis dans le pitch, est-ce que je vaux et comment je vais progresser, etc. » À l'inverse, au niveau des femmes, pourquoi est-ce qu'on recrute certaines femmes? Vachement difficilement. Il y a très peu de CV de femmes, c'est vrai. Mais moi, il y a des filles qui m'ont dit nous, on a candidaté parce qu'on a vu qu'il y avait une femme à la tête. Et donc, c'était peut-être sans doute possible d'imaginer pouvoir vivre notre vie de femme un peu différemment que dans les autres banques d'AF. Oui, je dis oui.
En même temps, moi, je suis loin d'être exemplaire. Avant, moi, j'ai bossé sans doute énormément parce que c'était aussi, on était dans un mode, dans un fonctionnement où on disait, on peut pas faire autrement. Aujourd'hui, je dis, mais attendez, faites gaffe, les gars et les filles. Notre équilibre de vie, enfin, la vie est courte déjà. Et c'est à nous de faire le choix tous les matins de ce qu'on a envie de vivre, de ce qu'on a envie d'insuffler aussi à l'extérieur. Comme contact, puis comme idée du monde de demain. Et donc, la transformation, elle passe par nous. C'est pas attendre de la régulation qui va dire dans les banques d'AF, il faut X% de femmes, X% de personnes avec un handicap, comme tu disais tout à l'heure, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens en fauteuil roulant. On peut pas dire que qu'est-ce qu'on met, thématique très... en quoi on est volontariste. Et puis voilà. Mais je suis bien d'accord avec toi, ça reste sur la base du volontariat. Et Ouais. tant que ça restera sur la base du volontariat, on en revient aux critères ESG dans les small caps, dans les périodes où la vie est un peu plus dure, les matières premières ont augmenté, la masse salariale a augmenté, etc. Le ESG passe un petit peu après. Et on revient, Donc, on revient sur le débat ESG, court terme, long terme. Dès lors que, est-ce que ça devient une variable d'ajustement comme c'est important, comme la c'est com ou inscrit. le Presta Non, mais c'est inscrit. De toute manière, on est obligé. On est obligé et tout le monde a pris conscience que c'est nécessaire pour notre survie à tous. Donc, on est obligé, c'est l'intensité qu'on met dedans que tu dis qui a baissé par rapport au contexte. Je pense que rien n'est linéaire dans la vie. Donc voilà, ça va progresser, mais en faisant des hauts et des bas. Voilà. Allez, on va voir comment ça se passe. Alors, par rapport à ce que vous voyez, on revient sur la thématique, le ESG et les banques d'AF. Est-ce qu'elles en font assez ? Bon, on a vu qu'il y avait un marché à plusieurs vitesses. Je m'étais noté la question, est-ce que c'est que du marketing ? Mais on en a déjà un petit peu parlé. Comment vous structurez ? Enfin, sauf si vous voulez revenir. Est-ce que c'est que du marketing, le ESG dans les banques d'AF ? Non, c'est important. Il y a quand même c'est important. Et nos clients, enfin, en small cap en tout cas, en small mid, les clients... on les aide à prendre conscience, qui font ce que je rejoins complètement ce que tu disais, on les aide à prendre conscience de ce qu'ils ont mis en œuvre dans la société, dans leur société pour respecter l'environnement, faire de la formation, etc. Souvent, en fait, c'est du bon sens. Ils font appel à leur bon sens. L'une des sociétés que j'ai conseillées dernièrement, ils reçoivent, ils commandent beaucoup en Asie, et tout est emballé dans des cartons. Et en fait, les cartons arrivent en général en très bon état. Donc, ces cartons-là, ils ont prévenu leurs clients qu'ils allaient les réutiliser pour expédier leurs propres produits. Ça passe hyper bien, quoi. Donc, ils le font, c'est du bon sens. Donc, on met juste ça en valeur, en fait. Mais c'est des gens qui sont convaincus quand même de devoir faire quelque chose pour la planète et pour les équipes. Je prends le point, c'est pas que du bullshit. Alors, on va voir un petit peu en interne vis-à-vis des clients comment ça se passe. Alors, vis-à-vis des clients, on a vu des équipes avec un banquier, souvent un banquier, parfois une banquière, mais souvent un banquier qui se dit « Moi, je suis le banquier aide ESG ». Alors, donc là, on est dans la structuration d'une offre de la banque d'affaires vis-à-vis des clients. Comment est-ce qu'on aborde le sujet ? Comment est-ce qu'on le traite ? Et comment est-ce qu'on en fait un produit ? Un produit pas forcément pour mercantiliser la matière, mais tout simplement pour le traduire dans votre métier, ce qui, je pense, est la meilleure façon de l'inclure dans la durée. Mais après, vous me direz si vous êtes d'accord ou pas. Donc, comment est-ce que vous voyez le sujet ? Comment est-ce qu'on crée des angles ESG ? Est-ce que finalement, c'est pas aussi un levier de business pour vous ? Parce que, a priori, un direction M&A, un PDG, s'il doit... il va bien sûr s'améliorer en continuant en faisant des choses de bon sens, comme tu disais Agnès, mais il y a aussi des assets à céder, des assets à acheter pour aller encore plus vite. Donc c'est aussi une source de business finalement. Comment c'est géré cet aspect origination, structuration de l'offre, pousser les sujets de façon systématique et de façon organisée chez vous ? Alors moi je vais répondre, il y a à la fois la dynamique de l'infusion et de la cristallisation. Ouais. Donc l'infusion c'est faire justement aider les gens à prendre conscience de l'ESG et donc les accompagner sur ce sujet-là. Et sur le sujet cristallisation, nous, par exemple, on a décidé d'accompagner principalement en levée de fonds, quand on fait de la levée de fonds, des boîtes qui sont dans l'économie circulaire ou avec une dimension d'impact particulier. On fait assez peu de levée de fonds, mais quand on en fait, on les fait sur ce thème-là. Comme ça, c'est une affirmation d'une thématique, sachant que, comme je l'ai déjà dit, on met l'impact, nous, dans notre méthodologie. Vous avez même et c'est comme ça qu'on l'a choisi, ouais, exact. Ok. Alexandra, vous, encore une fois, vous êtes monté en 2017, vous êtes 3 partenaires, donc même si vous êtes déjà, vous avez déjà empilé les deals et les tombstones, je veux dire, on peut pas vous en vouloir d'avoir fait des milliers de choses, et en même temps, j'imagine qu'au contraire, ça vous donne plus d'agilité, vous êtes plus natif de cet environnement. Ouais, mais en fait, je pense que vraiment, on commence à rentrer dans une période où finalement, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que la rentabilité et l'ESG vont se rencontrer. Parce que finalement, il n'y aura pas de business model si on n'est pas ESG de manière presque intrinsèque. Et moi, c'est vrai que les sociétés que nous, on accompagne, qui sont peut-être plus jeunes,
en moyenne, en fait, elles ne peuvent pas se lancer, elles ne peuvent pas lever de fonds si elles n'ont pas une thématique ESG, impact fort dans leur business model. Et effectivement, pour nous, ça représente aussi une opportunité assez forte avec les grands groupes qui ont des sujets de transformation de business model et qui ont besoin effectivement de faire des acquisitions de sociétés qui vont être plus impact, plus économie circulaire. Et voilà, et nous, ça nous va bien parce qu'effectivement, on a envie d'accompagner ce genre de société. Pour faire émerger un business model impact en banque d'affaires, il faut que ça passe déjà par la formation. C'est-à-dire que on parle énormément de tous ces sujets, de l'infusion en interne. Ouais. Pour que tout le monde ait en tête les problématiques, les enjeux pour les clients, que ce soit sur leurs enjeux propres ou sur les enjeux transactionnels par rapport aux attentes des investisseurs notamment. Et pour ce faire, il faut que toute l'industrie se forme. Et derrière, je fais confiance aux originateurs pour aller chercher les opportunités business qui feront sens. Merci beaucoup, Laurence. On fait un stop 2 secondes, juste pour vous dire, j'ai viens de penser à un jeu sur le ESG par rapport à la sélection des mandats. On va faire un jeu, là, c'est le je prends, je prends pas, le mandat. Parce que je pensais à Picard, donc je le garde de mon côté. Est-ce que vous pouvez me citer 3-4 gros LBO bien connus du grand public ou du mid-cap m'aider à en trouver, pourquoi pas, plutôt sur lesquels vous n'avez pas bossé si vous voulez pas être... Je suis pas sûre qu'on ait envie de marginaliser les gens qui font des efforts. Parce que c'est tout. Nous, demain, on ne sait pas qu'on va dire à des gros pollueurs. Non, c'est s'ils essayent de... Tu vois, on peut faire le jeu. Je prends Picard, dans 10 ans. Si rien n'a changé, je prends pas le mandat. Mais ils vont être obligés de changer. En fait, tu le prends pas si tu penses qu'il n'y a pas de perspective de le sortir parce qu'ils ne sont pas compliants. C'est quand même ça qui nous drive. La vraie question, c'est est-ce que dans 10 ans, Picard peut faire un 6e ou un 7e et encore une fois, tout dépend. Pas. Mais c'est une question de... Ça va dépendre d'eux. J'en sais rien, ils ont peut-être fait une énorme transformation interne qui fait qu'ils seront compliant. Mais c'est de l'advocacy. Non, mais là aussi, c'est de l'advocacy parce que tu peux dire d'un côté, ouvrir un Picard, c'est 300 frigos qui tournent à H24. Est-ce que c'est compliant? Et en même temps, le surgelé, tu jettes pas 3 tonnes de tomates par jour. Tu vois? Bien sûr. Ouais. Je veux dire, c'est tout con. Mais est-ce qu'il y a une dynamique trop forte de consommation électrique pour faire en sorte que ce soit un actif premium? Bon, vous voulez pas le faire? On fait pas. En fait, on préfère un autre jeu. T'as pas un autre jeu? D'accord. Non, j'ai pas d'autre jeu. Tant mais c'est surtout, notre métier à la base, c'est quand même d'accompagner des transactions. Donc, il faut pas croire. Je ne sais pas combien il y a d'entreprises de TPE. Je parle de TPE, de PME et de TI en France. Je ne peux pas croire que 100% des entreprises sont ESG aujourd'hui. Et le seront complètement dans 5 ans ou dans 10 ans. Donc, si on ne choisit que les mandats de sociétés qui sont ESG, on va tous crever, parce qu'on n'aura plus de dossier. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce n'est pas un business model et que c'est du greenwashing chez les confrères. Mais en revanche, moi, je ne vais pas m'empêcher de prendre un mandat, même si la société n'est pas ESG, parce qu'aujourd'hui, tu as plein de boîtes qui sont dirigées par des dirigeants, des fondateurs actionnaires qui ont entre 50 et 60 ans, qui de toute manière ont un sujet de transmission de leur société. Donc c'est plus business model, c'est plus par exemple, je pense à des sociétés qui sont aujourd'hui très industrielles et dont le métier est en train de se digitaliser complètement. Par exemple, tu étais dans l'édition de journaux, et tu restes encore dans l'édition de papier, mais tout le marché est passé au digital. De toute manière, je ne vais pas le prendre, ce dossier-là, parce que je sais que je ne saurais pas le sortir. Le seul critère du mandat, c'est est-ce que tu penses que tu vas le sortir? Exactement. Il n'y en a pas d'autre. Donc, et l'ESG peut être un frein. Nous, ça fait partie des critères. Si la boîte, on pense qu'en ESG, c'est moins, moins. C'est pas complètement ça, sur la partie levée, qui est peut-être aussi une partie annexe par rapport au transactionnel, mais où Elodie ne nous dit pas la même chose. Nous dit, moi, si c'est pas économie circulaire, je prends pas. Je vais pas faire une levée dans un logiciel SaaS B2B trop cool qui fait sa première levée, je prends pas. Ouais, non mais là, c'est intéressant, c'est parce que simplement nous on s'est dit que c'était là-dessus qu'on fait peu de levée de fonds. Alors on fait pourtant de la levée de fonds, tu vois, de logiciels SaaS, donc du LBO, mais rentable. Mais on s'est dit sur des sujets de levée, c'est là-dessus qu'on a envie de se concentrer parce que ça nous parle. C'est un choix d'équipe. Après.
On peut l'utiliser Après, pour d'autres, mais... ouais, c'est ce que vous disiez aussi tout à l'heure dans la précédente émission, c'est-à-dire que tous les sujets clean tech, deep tech, etc., c'est quand même les sujets sur lesquels il y a le plus d'activité en ce moment dans un marché assez morne. C'est assez large. Ça se rejoint. Mais le ESG, et puis tous les sujets aussi infra, d'ailleurs, parce que relions les deux émissions. Hein. Tu parles de l'émission d'avant, mais le ESG préserve aussi peut-être une certaine dynamique de marché. J'imagine qu'il y a des actifs qui trouvent leur marché, qui vont quand même... dans les levées de fonds, notamment. Et on peut financer un 3,5 milliards très ESG friendly, Laurence de Rosamel, aujourd'hui. C'est pas un problème. Alors, oui, puisque la finance est ESG aujourd'hui. Voilà. Donc, les banques d'affaires, un peu moins. Alors en interne, on revient sur les banques d'affaires. Est-ce qu'elles sont armées pour changer? Parce que le problème d'une banque d'affaires, c'est que ça reste une structure très, très boutique, qu'on soit indépendant ou même, toi chez Clearwater, vous êtes combien à Paris? 50. Vous êtes 50, donc tu vois, on parle pas d'un truc avec 72 chefs de projet en fonction support. Ce n'est pas le cas. Et c'est un sujet de PME, c'est un sujet de TPE, de PME, c'est la même chose. Et donc, est-ce que vous êtes armé pour changer quand ça vient pas de la présidente ou de la fondatrice? C'est une question de volonté. Ouais, mais du coup, il y a la volonté, mais il y a... Donc, je récapitule, vous avez plein de taf, vous essayez d'avoir un équilibre vie pro, vie perso cool, donc ça veut dire que dans une journée en terminant à 20h ou 21h max, faut avoir fait tout rentrer dedans, parce qu'on peut plus bosser jusqu'à minuit ou 1h du matin. On commence très tôt, tu sais. Donc voilà, attends, mais ça compte pas. La morning routine, on commence tôt, les femmes. Si tu fermes le bureau à 20h en leur disant vous êtes là à 5h30, ça marche pas. Non, c'est pour nous. C'est par rapport à notre équilibre de parce vie que les gosses le matin commencent pas la crèche à 5h30. Ah non, ils commencent tôt, forcément. Non, mais tu t'en occupes avant. Mathieu, c'est un enjeu d'engagement, mais personnel. De ressources aussi. Parce que je pense que le Covid a énormément fait de bien, en fait. Ouais. Déjà, par rapport à ça a bousculé les habitudes. Mais c'est pas grave, s'il n'y a pas de ressources, c'est un sujet d'engagement personnel. Voilà, je comprends, c'est vrai, mais ça, c'est parce que c'est l'étape d'avant les ressources. Parce que, enfin, on va tirer un trait sur d'autres aspects. Tu prends par exemple, tu sais qu'il n'a rien à voir la digitalisation des directions juridiques. Tu vois, la direction juridique, tu as quelques directions juridiques trustées par, de plus en plus évidemment, on salue la FJ et le Cercle Montesquieu, qui sont dirigées par des hommes et souvent des femmes qui ont une vision, qui disent non mais nous on va faire de la tech, on est une direction juridique qui n'est pas un centre de coût, on est créateur de valeur. Voilà, ça fait 10 ans qu'on en parle. Maintenant, voilà. Et puis du coup, au bout de 10 ans, on a des gens qui ont commencé, on a des nouveaux métiers qui sont arrivés. Des nouveaux métiers, des ressources, parce qu'on arrive à aller tirer la manche du PDG pour dire non mais en fait juste la direction financière, les directions financières ont consommé la moitié du PIB mondial en boîte de conseil depuis 20 ans. Nous, on en a peut-être besoin aussi. Et ce serait pas bête que chez McKinsey, chez Bain ou chez qui tu veux, on les salue aussi, mais où tout le marché, ou le BCG, comme ça on aura cité les trois. Et on salue Roland Berger et le reste. Évidemment, et Wyman et LEK et tout ça. Donc peut-être qu'il y a un partenaire qui se cache dans ces banques d'affaires, qui aujourd'hui est pas encore partenaire, qui deviendra, qui aura la practice conseil, strat de banque d'affaires. Est-ce que c'est des ressources qu'il faut mettre en place? C'est des outils, des ressources, du follow-up. C'est pas juste de dire on se fait une charte parce que j'ai envie. Je me trompe peut-être. Il y a un enjeu de ressources, mais il y a un enjeu de changement aussi de mentalité. C'est pour ça que je parle d'engagement. Et donc, la conduite du changement, ça ne se passe pas en quelques mois, malheureusement. Donc, ça va prendre quelques années. Ça va être énormément poussé par les jeunes, ça c'est sûr. Il y a énormément de demandes en interne pour être plus actifs sur l'ensemble de ces sujets. Et donc, ça va arriver. Mais je suis d'accord que c'est un peu aussi une question de méthode de travail. Et qu'effectivement, notamment dans les grandes structures, ça pourrait être intéressant d'avoir aussi un regard extérieur et de voir ce qu'on peut améliorer finalement pour que ce soit plus efficace et que ce soit compatible effectivement avec les... Ah oui. Vous nous direz en commentaire, est-ce que dans les fiches de poste, il y a des secrétaires généraux, des DG non banquiers, non banquières qui nous regardent dans des grandes structures, si aujourd'hui, dans votre scope, vous avez véritablement l'ESG en termes de project, pas en termes de thématiques sur les aspects plus com, mais voilà, en termes de project, est-ce que vous faites des projets en interne? Est-ce que vous en percevez les fruits? Est-ce que vous avez des KPI? Est-ce que vous avez mis en place? Est-ce que vous le voyez? Investir dans la structuration vs dans la top line, c'est un peu la question finalement, parce que du coup, si tu mets 100 000 non pas dans un nouveau banquier, mais dans une personne qui te rejoint, c'est quand même c'est un choix qui n'a jamais été trop fait pour l'instant. Il n'y avait pas de raison de le faire. Ouais. Mais dans d'autres matières, est-ce qu'il y a déjà des révolutions qui ont eu lieu? On parlait du digital ou de la com, ou j'en sais rien. Est-ce qu'il y a déjà des moments... Est-ce que les banques d'affaires est-ce qu'il y a des gens qui bossent
en fonction support, en banque d'AF? Est-ce qu'il y en a plus? Est-ce qu'il y en a moins? Est-ce que ça s'est un peu Ça structuré dépend sur des ces dernières structures. années? Si Dépend tu des parles de structures. grands Beaucoup groupes des structures. bancaires, bien sûr, dans une de mes anciennes maisons, on était 45 banquiers, mais on avait 20 ou 25 personnes au back-office. Ouais. Dans une boutique indépendante, tu peux pas. Tu peux pas aujourd'hui. Tu peux pas, et en C'est-à-dire plus... qu'il n'y a pas il y a pas, Enfin, j'attaque, hein, mais il n'y a pas le gras nécessaire pour embaucher une personne voilà, pas forcément un salaire à 7 chiffres, mais sur un salaire à 6 chiffres qui commence par un 1, il n'y a pas la possibilité, il n'y a pas le gras aujourd'hui dans une banque d'affaires pour embaucher ce type de personne qui pourrait impulser, monitorer, gérer en soutien, et ce serait le vrai job. Tu veux dire, qui serait en charge uniquement de ESG? l'ESG? Alors, pas forcément de l'ESG, mais déjà, tu vois, Ouais. déjà un DG ou une DG, un secrétaire général ou une secrétaire générale, ces gens qui ont, par leur titre, quand même une posture qui peuvent jouer le jeu politique, parce que c'est quand même un tout petit peu d'égo et de politique dans vos métiers. Donc, il faut Ça dépend avoir, des boutiques. faut être sponsorisé par le management, il faut avoir le rôle qui va avec. Donc, secrétaire général, DG, et à qui tu mets dans la fiche de poste ce genre de matière. Moi, je crois beaucoup plus à l'engagement personnel. Ouais. Tu vois, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est que il faut que chacun s'empare du sujet. Ouais. Si c'est un truc qui vient, moi, j'ai impulsé le sujet. Je me suis dit, à un moment donné, si je suis toute seule, ça sert à rien, ce truc. Hein. C'est Ouais. gentil de faire de T'es l'incantation. la chef, enfin, t'es la chef. Oui, je suis la chef, T'es d'accord, mais Je veux dire, demain, tu vois, je me retourne vers Laurence ou même chez Alexandra. Vous êtes 3. Si toi, demain, tu dis mon engagement perso, c'est de faire ça. Mais je suis pas la boss seule et plénipotente ou j'en sais rien. Tu peux pas mais il faut que ça vienne du terrain. T'as déjà des baronnies. C'est des relais, non? Ouais, en fait, je pense que c'est quand même un métier qui est assez traditionnel. Et je pense qu'il faut aussi que ça vienne un peu des deal makers. Je pense que je crois moyennement à une personne moi, je suis d'accord. qui soit Faut complètement quand même hors être des deals. productif, quoi. Ouais, Pour que ça marche. pour que ça Bah, fonctionne. on est dans des métiers où il faut être productif. Il faut originer, il faut exécuter, il faut sortir les dossiers. Et Et donc, tu mets ça en plus dans ton job. on est multitâche, en Ok. plus de cocooner les clients, Alors, les question coacher. question en or, Agnès. Mais à tout le monde. Mais je vous suis. Hein. Est-ce que vous avez un moment dans l'année, par exemple, où l'ESG est un peu sacralisé comme thème lors de vos échanges entre associés? Parce que finalement, si c'est une question de point de vue et que vous êtes plusieurs à en avoir un et qu'il faut faire de l'engagement personnel et le diffuser et le répandre et faire de l'advocacy pour le sujet, est-ce qu'il y a un moment déjà où on peut parler ESG? Bah, chez Clearwater, c'est, je crois, tous les 15 jours. Ok. Au niveau France, Europe. Vachement bien. En France et en Europe, en fonction des pays. Parce que c'est un engagement, ça reflète nos valeurs, c'est important pour nous avant tout. Alors, Ouais. c'est comme chez Seven Stones, on est une collectivité d'associés et la structure nous appartient. Donc, forcément aussi, elle est incarnée par l'ensemble des partenaires. Et donc, on a décidé que c'était important pour nous et donc on fait le job. Ok. Et donc tous les 15 jours, c'est volontariat pour. Enfin, c'est un truc. En interne. Comment ça s'appelle ce point tous les 15 jours? C'est quoi qui a marqué? Tu sais pas ce qui a marqué dans l'agenda? Point RSE. Point RSE. Donc point Sûrement. RSE et toute la boîte est invitée. Oui. Jeune, du Oui. stagiaire au senior advisor. Oui. Et alors, t'as quoi comme taux de participation? Je crois qu'on a entre 10 et 20 personnes, je pense. 10 et 20 personnes. Ouais. Donc t'as près de. T'as 20 à 40% des gens qui sont là de la boîte à chaque fois. Oui. Ok. Et qui travaillent sur des projets transverses, sur tous les enjeux de l'ESG. Donc, il y a notre impact carbone en tant que structure voilà, et employé. On a tous nos sujets caritatifs. On a tous les enjeux d'inclusion et de diversité et toute la partie business model autour de comment on fait pour mieux servir nos clients avec une problématique à impact. Et tu inclus là, enfin vraiment le sujet de gouvernance, c'est-à-dire c'est un endroit de gouvernance ou c'est un endroit plutôt de passage d'informations? Non, c'est un endroit... Tu parles de caritatif, donc là, les 10-20 personnes qui sont connectées le 8 décembre ou j'en sais rien, l'ordre du jour, c'est tiens, le caritatif, on valide 2024 ce qu'on va faire. Oui. Là, on propose, on discute, et là aussi, du stagiaire au senior advisor, on peut parler un peu. Oui. Bon, il y a toujours le jeu politique, c'est pas facile, mais on peut quand même Mais parler. pourquoi tu veux mettre de la Du jeu politique politique, partout? oui. J'en mets pas de partout, nous sommes des animaux politiques par principe, et a fortiori dans des partnerships. Oui, mais la politique peut être positive. Ah, mais c'est pas forcément, tu vois. c'est pas Non, mais négatif. tu voulais dire hein. hiérarchique, en fait, C'est c'est pas ça? négatif. Oui, ou La question, c'était plus, de tirer son épingle du jeu. Hmm. Mais on est en train de dire que la réponse vient par l'engagement,
et que ça fonctionne pas quand c'est juste une personne, elle a beau être à la tête, avoir tous les pouvoirs, qui va pouvoir impulser la chose. Donc l'engagement, ça veut dire fédérer, ça veut dire être en mode collaboratif. Donc non, ce ne sont pas des réunions d'information. Top. Sur le sujet des réunions ESG, vous voulez enchaîner? Vous avez ce type de moments dans vos structures également? Ouais, nous, ça se fait plutôt, je pense, au moment de la sélection des deals, notamment. De se dire, voilà, effectivement, est-ce qu'il y a une sortie à terme? Et est-ce que la thèse est-ce qu'il y a une thèse ESG friendly. impact, ESG friendly? Après, nous, en toute sincérité, on est quand même une équipe à taille humaine. Donc, j'espère qu'on n'a pas besoin d'un comité ESG pour se demander si notre analyste est en souffrance. Donc, voilà, ça se passe quand même de manière assez simple. Ok. Il nous reste assez peu de temps et on a 2 sujets. Je vais vous laisser le choisir. Ce métier est-il encore attractif pour les jeunes? Voilà, pardon. On en a parlé. On en a un peu parlé, mais on n'a pas. Ouais, on en a un peu parlé. Alors, on enchaîne sur notre dernier sujet. La réponse est oui. Non, mais oui, bien sûr. Être une femme bancaire en 2023, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi être une femme bancaire en 2023? Voilà, je peux. Voilà, en termes de. Moi, je pense que c'est avoir une sensibilité différente et complémentaire de celle d'un banquier d'affaires, notamment par rapport à nos clients. Je pense qu'on a peut-être une approche, je sais pas, peut-être plus humaine, plus globale. On est capable de savoir quand sont nés les enfants du client, comment. On rentre dans une intimité. Peut-être on est coach, confidente, on remonte le moral, on rebooste les clients, parce qu'évidemment, dans un deal M&A, il y a des hauts et des bas. Et je pense qu'on a peut-être ce côté maternel qu'ont moins les hommes, et peut-être rassurant. Je ne sais pas comment vous voyez... Alors, je suis complètement d'accord avec Agnès. Il y a une certaine empathie... Tu peux nous parler de toi, mais également du club des banquiers d'affaires. Ce que je vois, c'est que entre nous, il y a une grande bienveillance. Alors moi, par exemple, j'ai commencé le M&A, je ne savais pas, quand j'avais 30 ans, je ne savais pas qu'il y avait d'autres femmes qui pouvaient faire ce métier. Je l'ai découvert grâce à un club qui a été créé, qui s'appelait ML, et à l'époque, avait été créé par Alexandra Bois-Auboin et Valérie Labastie, qui est intervenue juste avant, qui a dû être créé en 2008. Et alors, quel bonheur de rencontrer d'autres personnes, d'autres femmes en M&A qui avaient les mêmes problématiques que moi, et de pouvoir échanger avec elles. Et je trouve qu'on est hyper bienveillante entre nous, quoi. Et vraiment, je suis heureuse que tu aies créé ce club, parce que ça va dans la continuité. C'est hyper important. Laurence, tu vois, quand tu accueilles une nouvelle membre du club, tu vois cette même engouement, cette même joie de se retrouver à plusieurs pour partager ses déboires comme ses succès. Complètement. Donc ça c'est l'utilité, on va dire, sociale du club. Après, ça permet de rassembler des femmes que je trouve absolument exceptionnelles. Et pour répondre à ta question sur c'est quoi une banquière d'affaires en 2023 et 2024 et pour les années à venir, ce sont des femmes qui sont engagées, qui prennent des positions, qui sont disruptrices et qui viennent avec un angle différent, que ce soit dans l'approche des dossiers ou même sur leur vision du marché et de comment il doit évoluer, justement pour aller dans le long terme et être moins porté sur le court terme. Des femmes leaders. Élodie, Alexandra, pour terminer, c'est les femmes banquières en 2023, comment on se sent par rapport, et peut-être qu'on n'a pas encore vu, elles ont parlé toutes les deux d'aujourd'hui et de demain, on peut faire un parallèle avec le passé sans forcément, est-ce que c'est aujourd'hui, pareil, est-ce que tu as fondé en 2007 Seven Stones, aujourd'hui on est en 2023, il y a des différences entre 2007 et 2023 ? J'étais toute seule dans mon salon en 2007, donc oui, je faisais les machines en même temps que les deals. Écoute, aujourd'hui, c'est une histoire d'équipe. Donc, moi, ce qui me fait vraiment me lever le matin, c'est faire émerger les potentiels, et notamment des gens avec qui je travaille. Donc, c'est super kiffant, j'ai envie de dire. Moi, j'adore ce que je fais. Je prends beaucoup de plaisir dans mon métier. Je pense que
j'ai une liberté de manœuvre exceptionnelle. Donc voilà, je trouve ça génial. Et puis en même temps, je continue à faire mes passions et notamment beaucoup de montagnes à côté. Donc, que demander De la plus montagne et la cuisine, alors j'ai pas compris ce mot. C'est un auteur, je crois. Ah oui, Ottolenghi. Voilà. Ah ouais, Alors, qu'est-ce que vrai. c'est que la cuisine Ottolenghi? Ah bah, la cuisine Ottolenghi, tu connais pas Ottolenghi? Non. Ça, c'est vraiment génial. On en parlera hors plateau. Ah non, mais tu on m'en en parlera au tout à l'heure. plateau, voilà. Alexandra, sur ce sujet. Bah, moi, c'est vrai que quand on parle aux analystes, aux stagiaires ou même des jeunes femmes qui sont en train de faire leurs études, elles ont souvent un peu peur. C'est-à-dire qu'elles ont un peu cette image de la banquière d'affaires qui fait 20 heures par jour, qui soit elle voit ses enfants par visio, soit elle les voit pas. Et je pense que c'est... Voilà, moi j'ai envie de les rassurer, si jamais il y a des jeunes femmes qui regardent cette émission, parce que c'est vraiment un chouette métier et qu'il y a plein de façons de le faire différentes. Est-ce qu'elles sont là déjà il y a une relève générationnelle qui arrive, hein, qui a lieu au compte-gouttes, mais je veux dire, je sais pas, le LBO dans les années 90, il y en avait peut-être un peu moins, ça s'est fait en 2020, aujourd'hui les années passent. Est-ce que la relève générationnelle laissera-t-elle plus de place à des rainmakers? Parce qu'on dit beaucoup rainmaker. J'ai pas trop entendu rainmakers, alors peut-être par souci de style, mais alors qu'il y en a. Et donc, est-ce que la relève, elle est déjà dans le métier aujourd'hui? Est-ce que elles sont déjà en summer intern ou est-ce qu'elles sont en CE2, celles qui verront, ou en CP ou pas nées encore, celles qui verront une ère des rainmakers au même titre que des rainmakers? Ouais, je pense qu'elles sont là. Elles sont là. Et comme disait Laurence tout à l'heure, je pense que l'équilibre entre l'homme et la femme se fait peut-être un peu différemment pour les nouveaux parents. Et donc, je pense que finalement, les problématiques qu'hier, seules les femmes avaient, demain, ce sera une problématique où ce sont les parents. Ouais. Et donc, je pense qu'elles sont là. Non, mais il y a un enjeu de com énorme, je pense, sur les femmes en M&A et comment ça se passe d'être femme en M&A et d'avoir des enfants, un mari, d'essayer de garder son mari, d'élever ses enfants. Tu vois, c'est super important qu'on puisse communiquer sur le fait que c'est possible. Et puis qu'encore une fois, on a un équilibre de vie. Alors après, ça dépend peut-être des structures dans lesquelles on travaille. Hein. C'est évident aussi. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de structure anglo-saxonne là autour de la table. Mais aujourd'hui, tu peux pas aller chez JP en disant moi en fait le mercredi et le vendredi, je suis barré à 16h. Ça marche pas. Ça marche pas encore aujourd'hui. Ah ouais, et chez vous, ça marche? Ah, parce que je vous ai tendu un petit piège, mais non, mais ça marche parce qu'il c'est normal. Il y a des conséquences, c'est-à-dire que tu gagnes peut-être pas le même salaire quand tu es dans ces grandes banques d'âge, j'en sais rien, peut-être que c'est le sujet. Non, mais chez vous, ça passe. Bah, Alors moi, là, demain, j'ai quelqu'un qui vient qui dit, mais cool, hein, une femme qui vient, ou un mec, d'ailleurs, on s'en fout, qui dit, moi, à 16h, le mercredi et le vendredi, je suis barré et je rebosserai le soir, ou machin et tout. Alors, ça, c'est pas un problème. Moi, ça m'est arrivé. Et justement, la personne a été recrutée. Elle venait d'avoir un enfant. C'était il y a quelques années, il y a 7-8 ans. Maintenant, elle est passée en fond. En entretien, elle m'a dit, voilà, je viens d'avoir un enfant. Donc, je me doutais bien qu'elle allait en avoir peut-être un ou deux en plus. Voilà. Et elle m'a dit, voilà, le soir, moi, je veux pouvoir m'occuper de mon enfant. Donc, je serai partie à 19h. Et ma réponse a été, parce que j'en ai souffert, moi, personnellement, hein. Faire un enfant, malheureusement, encore une fois, pour l'instant, on n'a pas trouvé la solution alternative. Hein, voilà. Bah oui. Schwarzenegger a essayé, mais ça n'a pas marché. Ouais, c'est ça, exactement. Et moi, la réponse que je lui ai faite, c'est, écoute, honnêtement, moi, je m'en fous. À partir du moment où le travail est fait, que tu le fasses, parce qu'elle m'avait expliqué, je rentre à 19h, je m'occupe de mon enfant, et quand je le couche à 8h30, je me remets à travailler. Mais moi, ça me va. Tant que ça ne déborde pas sur ma vie et que je ne suis pas obligée de compenser, l'absence de travail de l'autre, j'ai aucun problème. Donc en fait, et je pense qu'avec le Covid, les choses ont encore continué à évoluer, puisque maintenant on est passé au télétravail, il n'y a plus une boîte qui propose pas de télétravail, sinon pour le coup, il n'y a plus de jeunes qui veulent venir travailler. Et donc finalement, ça ne marche pas moins bien. C'est une façon de responsabiliser chacun, en fait. On n'est pas là pour faire des horaires. On est là pour faire le travail. On est là pour faire des deals. Des carrières. Non, mais on est là pour faire des deals. On est là pour faire des deals. Si on arrive à le sortir en 2 mois, ben, tant mieux. Si on met 1 an et demi pour le sortir, ben, y a un truc qui s'est pas bien passé, etc. Peu importe. Il va peut-être falloir fournir. On s'est barré à 17h pour s'occuper des enfants. Non, il va peut-être falloir fournir plus d'efforts. Il y a des moments, évidemment, on a tous fait des nocturnes et autres. C'est inhérent à notre métier. Donc ça, mais ça ne doit pas devenir une généralité, si tu veux. Il ne faut pas que ça institutionnaliser un fonctionnement qui consisterait à dire, de toute façon, il faut faire des horaires pour être performant. Mais ça a quand même changé parce que c'est les jeunes qui le font changer, non? Pas tant que ça. Jusqu'à une certaine période, on l'a dit, ou après en tout cas, non, ça dépend vraiment des structures, je pense. Quand même.
On peut pas repartir encore, Non, on peut pas revenir en arrière. sachant que je pense qu'on a largement occupé les 20-25 minutes qu'on vous avait promis. Merci en tout cas pour votre participation. Merci pour votre présence aujourd'hui à nos côtés. Merci. J'étais sur le sujet les banques d'affaires en Fontaine-Lacet en matière de ESG avec les banquières d'affaires Laurence de Rosamel, Élodie Legendre, Agnès Marocero et Alexandra Matneff. Je vous remercie infiniment toutes les quatre. Je vous dis à Merci très beaucoup à bientôt. toi. Merci beaucoup. Évidemment, n'hésitez pas à contacter Laurence de Rosamel sur LinkedIn si vous êtes banquière d'affaires et que vous souhaitez avoir des amis. Rejoignez-nous. Elle sera ravie de vous accueillir aux côtés de ses plus de 120 membres aujourd'hui dans toute la France. Merci infiniment, très bonne journée et à très bientôt sur le Dealmaker Show.